La France pratique la surveillance de masse et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi elle le fait et surtout techniquement quels sont les moyens mis en pratique pour surveiller la totalité des Français, même les Français par défaut, par définition innocents, sans preuve du contraire. Alors en fait, on le sait très bien depuis notamment les attentats et même bien avant, depuis les premières lois sur le renseignement qu'on a pu voir dans une autre vidéo, la France a des moyens d'action, a des moyens d'effectuer du renseignement massif, mais aujourd'hui on va mettre en avant un point qui est très peu souligné et qui va vraiment vous faire ouvrir les yeux sur réellement les conséquences que peuvent avoir cette surveillance de masse pour quelqu'un qui n'aurait entre guillemets rien à cacher, mais aurait besoin, comme tous les êtres humains et notamment les Français, de sa vie privée. Alors si on prend un petit peu le sommaire, j'ai voulu faire une vidéo assez claire à comprendre, il va quand même avoir beaucoup d'informations, j'ai pris le choix de mettre beaucoup d'écrits dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire pause, à ralentir la vidéo, je vais essayer au maximum pendant le montage de rendre ça simple et efficace à la compréhension, mais il risque d'avoir quand même pas mal d'informations par rapport à l'ancienne vidéo qu'on a fait, le but c'était de produire plus d'infos. Donc on va parler des lois, on va parler des textes juridiques, on va enchaîner ensuite avec les outils et les mécanismes, donc du concret, comment on l'utilise, comment on met en place cette surveillance de masse, les dérives, ça c'est classique, concrètement jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qu'on pourrait prédire avec des régimes qui sont entre guillemets de plus en plus autoritaires, même si on est quand même dans une démocratie. Les moyens de se protéger, ça va être aussi un point très important, comment on fait aujourd'hui, comment on fera demain pour se protéger, est-ce qu'on arrivera à se protéger? On va parler des boîtes noires qui sont mis en place, qui peuvent être mis en place, qui vont être développés dans les prochains mois, les prochaines années. On va parler d'un outil très connu, le MSI Catcher, qui est un outil de surveillance notamment du réseau téléphonique. On va parler encore une fois de surveillance, mais plus précisément surveillance sur les réseaux sociaux. On va enchaîner avec ce qui est très récent et notamment pendant les JO, la reconnaissance faciale et algorithmique. Et on va terminer par des outils, encore une fois techniques, de surveillance. Et on va parler en détail des algorithmes liés notamment à la reconnaissance faciale. Alors on va commencer tout de suite, comme je vous ai dit, il y aura pas mal de textes, écoutez surtout ce que je vais vous dire, c'est une vidéo qui peut être écoutée en tâche de fond, voilà, si vous cuisinez, si vous limite vous êtes en voiture, si vous faites quelque chose à côté, vous pouvez quand même l'écouter, la partie visuelle elle est intéressante pour rajouter du contexte et de l'information à ce que je vais dire. Donc aujourd'hui on a plusieurs lois, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on a beaucoup d'autres lois, même bien avant 2015, qui mettent en place un cadre juridique sur la surveillance et notamment la surveillance massive, indirectement massive. À partir de 2015, on a eu donc cette fameuse loi sur le renseignement qui a permis en fait au renseignement français notamment de pouvoir avoir la main sur pas mal de choses, de pouvoir un petit peu entre guillemets s'amuser avec les SI, les systèmes d'information qui sont en France notamment, systèmes privés, publics, etc. qu'on peut utiliser nous utilisateurs. Donc ils ont la possibilité par exemple de faire du DPI, du Deep Package Inspection. Donc ça va être de l'inspection de paquets, que ça soit directement en sortie, en entrée au niveau des FAI de flux par les biais des fibres. Moi je préfère le dire clairement, il faut savoir encore une fois, les fibres professionnelles ne sont pas chiffrées, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas de protocole de chiffrement, que ça soit par exemple les protocoles HTTPS qui sont un premier niveau de chiffrement en ligne sur le web notamment, que ça soit un VPN, que ça soit des proxys anonymisants, etc. et qui vont surtout chiffrer. Si vous n'utilisez pas ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à votre domicile, j'insiste bien, c'est très important, et il y a très peu de personnes, ou alors les gens le sous-estiment, votre FAI va récupérer la totalité de votre trafic réseau et pourra l'analyser. Alors certes, ça demande des moyens, ça sera pas n'importe qui, ça sera pas votre voisin, il y a très peu de chances, à moins d'être vraiment un peu geek et vraiment professionnel dans le sujet, mais un État, des forces judiciaires peuvent le faire. Ça, il faut le savoir. Donc si vous n'utilisez pas de VPN, encore une fois, je recommande le VPN pour le chiffrement, pas pour l'anonymat, pour le chiffrement. Et en sortie de box, avec un VPN chiffré, vous avez pratiquement une inviolabilité de vos données. C'est jamais sûr à 100%, mais c'est quand même beaucoup plus protégé, beaucoup plus important, beaucoup mieux sécurisé que si vous n'aviez pas de chiffrement. Et il faut le prendre en compte, j'insiste bien. Donc avec ce DPI, on va pouvoir analyser. Des autorités vont pouvoir mettre en place, et on va en revenir après, des boîtes noires
pour automatiquement, avec cette façon de traiter le paquet qui s'appelle le DPI, le Deep Package Inspection, ils vont avoir cette possibilité d'analyser des données spécifiques, des contacts d'IP spécifiques et mettre en place des alertes. Il y a tellement de flux, ils peuvent pas faire tout à la main, donc c'est automatisé, mais ça va renforcer cette surveillance. Voilà, moi si je consulte tel site, je vais être potentiellement catalogué ou un petit peu plus suivi parce que je l'ai consulté. On va avoir aussi d'autres technique un petit peu plus technique, le traffic shaping, en fait qui permet de contrôler la vitesse de transmission des données, de gérer il appelle ça la congestion du réseau, ça permet aussi de bloquer certains contenus, ça peut permettre justement par le biais du FAI de créer une intervention du gouvernement, en l'occurrence par le biais des FAI, mais pour limiter, ralentir des sites, voire bloquer des sites, ça peut arriver dans certains cas, et ça va être de plus en plus impactant pour les utilisateurs. Et encore plus si les lois, en l'occurrence la France, veut rendre ces restrictions aussi pour les éditeurs de VPN, ce qui voudrait dire que même avec des VPN en France en l'occurrence, on serait malgré tout bloqué, et pas qu'avec les failles, et c'est là que ça va créer vraiment un problème. Heureusement, on aura toujours la possibilité de contacter des VPN étrangers qui nous permettront de bypasser, mais c'est quand même un point qui se développe et on n'en parle pas assez, et les gens n'ont pas cette prise de conscience. Ensuite, on avait les backdoors, mais ça j'en ai parlé, hein, les accès non autorisés pour collecter de la donnée, hein, on se rapproche du DPI, souvent mis en place par le biais des FAI, donc on récupère des informations via les réseaux 4G, via les réseaux en fibre, etc. On peut faire du monitoring de contenu, donc c'est un peu le même principe. On a des alertes en fonction de certains comportements, ce qu'on appelle aussi la collecte des données de comportement, gestion comportementaliste à ce niveau-là, etc. Pareil, le blocage de contenu, ça on en a parlé aussi. La reconnaissance faciale, ça va être un des textes importants. Moi j'insiste surtout parce qu'on parle surtout de la loi de renseignement, mais on a aussi la loi Avia et ses extensions, qui est une loi plus récente, et qui en l'occurrence augmente la capacité des surveillances et globalement de la surveillance de communication, la rend légale pour des autorités judiciaires pour surveiller sans trop d'autorisation, sans trop de mandats. Alors c'est quand même par rapport à d'autres pays bien réglementé, mais on se rapproche beaucoup plus de ce que peut faire notamment l'Amérique avec notamment le Global Act, la loi qui a été mise en place après les attentats. Donc voilà, c'est assez intrusif et ça fait quand même assez peur. On a eu justement, je parlais de la reconnaissance faciale avec la loi sur les Jeux Olympiques qui a été mise en place. En fait, initialement, l'utilisation d'algorithmes d'IA n'était pas autorisée sur la voie publique généralisée à la France. Et c'est vrai que pendant les JO, ça a été autorisé exceptionnellement et qu'a priori, voilà, ce cadre d'autorisation exceptionnelle a l'air de durer et a l'air de vouloir durer dans le temps. Et c'est ça, c'est surtout sur ce point-là sur lequel on doit s'inquiéter. En effet. Donc, on va continuer un petit peu directement un peu sur les outils, les mécanismes pour pas faire non plus durer trop cette vidéo. L'idée c'est vraiment d'avoir du contenu, d'avancer, de pas trop durer, voilà, de vraiment aller rapidement, mais bien comprendre aussi. Voilà, je veux vraiment trouver le juste milieu. Donc les boîtes noires, on en a parlé, implémentées chez les FAI, notamment chez les plus gros, donc les gestionnaires du réseau qui sont notamment Orange et à ma connaissance SFR, qui ont une partie du réseau. Quoique des fois SFR ou même Bouygues par exemple, souvent font de la location d'infrastructures, mais ça sera notamment Orange qui va déployer les réseaux de fibre, les gros câbles continentaux aussi, qui permettent de relier des continents, la France au reste du monde. Donc ça voilà, on en a déjà parlé. Les MSI catchers, encore une fois pareil, ce sont des faux relais qui vont en fait se faire passer pour des faux relais téléphoniques et qui vont être en capacité d'intercepter des SMS, des appels, de se faire passer pour des numéros de téléphone, d'envoyer des SMS aussi, c'est une possibilité, même des appels, ils peuvent techniquement le faire. Et donc ça va être utilisé notamment pour capter voilà, dans des cadres d'affaires, des conversations, pour essayer de bloquer des numéros de téléphone, de se faire passer pour un numéro de téléphone, envoyer des SMS en disant voilà moi je suis tel numéro, mais en réalité non, c'est un swapping plutôt on pourrait dire de numéro de téléphone. Il va se faire passer par l'antenne relais, il va pouvoir vraiment prendre le contrôle du système un petit peu de communication lié à nos cartes SIM, et c'est vraiment un problème majeur. C'est vrai que le réseau téléphonique il est assez ancien, on utilise des protocoles de chiffrement
qui sont pas spécialement les plus récents, et on a encore quelques petites failles dans le système, notamment avec cet outil-là qui est très dangereux et qui est illégal forcément en France pour le commun des mortels, et qui est autorisé depuis peu, notamment par les renseignements français. On a parlé d'IA encore une fois, j'ai mis des exemples aussi, le métro parisien, Nice qui l'a expérimenté avant même les attentats pour des incivilités. Maintenant ça a été mis en place aussi dans certaines zones dans les transports en commun, et le problème de cette reconnaissance faciale, c'est que déjà elle peut vous reconnaître de dos, dans certains cas simplement à votre façon de marcher, à votre façon d'être. Elle peut reconnaître ce que vous ressentez avec vos émotions faciales. Dans certains cas, dans l'IA où elle est déployée de façon poussée, elle arrive à avoir ce niveau d'impact sur vous, et là ça peut poser des problèmes, des dérives. On stocke ces informations là, mais savoir que vous êtes stressé, est-ce que parce que quelqu'un est stressé il est considéré comme potentiellement dangereux, ça peut amener à des corrélations qui sur le très long terme pourraient être vraiment dangereuses. Il y a un intérêt de sauver et de protéger les citoyens, on est d'accord, mais jusqu'on est capable d'aller dans les abus des droits fondamentaux pour la protection. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, et est-ce qu'en réalité c'est pas mieux de faire autrement et de ne jamais violer ce droit fondamental qui est le droit à la vie privée, au respect de nos données personnelles, et c'est vrai que la surveillance par algorithmique via l'IA, c'est très controversé. Moi, j'essaye d'apporter un avis assez neutre. Je vais pas spécialement dire je suis contre, je suis pour. Moi, je dis qu'il faut éviter de le développer, qu'il faut vraiment calmer le jeu, que c'est dangereux et qu'il y a plus de danger que de potentiel intérêt. Voilà. Ça sauvera des gens, mais à quel prix derrière, et quel est le risque que ça va créer derrière aussi, il faut le prendre en compte. On a aussi les trojans, donc globalement les logiciels espions, ça se rapproche un petit peu des backdoors aussi. Donc on peut avoir, on a eu des lois, en l'occurrence la loi de programmation de la sécurité intérieure en 2023 qui est assez récente et qui permettait d'activer à distance des microphones, des caméras. Ça a été revoté aussi avec la loi contre le narcotrafic. Il y avait ce même type de loi qui était mis en place. L'idée c'était encore une fois d'avoir des textes juridiques nous permettant de protéger les services de renseignement pour faire ce genre d'interception, à savoir qu'il est très fortement probable que même avant ces textes de loi, ça soit quand même utilisé. Que ça soit en France ou dans d'autres pays, c'est souvent comme ça. Encore une fois, vous allez retrouver ici donc un exemple d'IMSI Catcher. Globalement, vous avez un système d'antenne relié à un PC qui va pouvoir collecter de la donnée et se faire passer, envoyer des SMS, etc. C'est pour vous donner une image pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ça ressemble. On a aussi donc parlé des réseaux sociaux. Je voulais le mettre en image aussi. L'idée, c'est de faire du monitoring. La France aujourd'hui, c'est du factuel, fait du monitoring. Il y a des équipes qui font notamment la DGSI et bien d'autres équipes qui font des patrouilles, des cyberpatrouilles. On a le cybercom aussi, le cybercommandement qui est assez récent, qui monitore les réseaux sociaux, qui fait des patrouilles. C'est bien, mais ça peut avoir des abus. Ça peut avoir des abus s'il y a plus un monitoring public, s'il y a des analyses complètes, s'il y a des ciblages massivement avec des algorithmes. Et là, on pourrait rentrer réellement, encore une fois, dans ce cadre de vidéo qui parle de la surveillance de masse. C'est du concret, mais c'est encore, par manque de preuves, très compliqué à décrire et à mettre en place. On a parlé, forcément de l'IA et de certaines boîtes noires. En l'occurrence, c'est pas exactement une boîte noire, c'est plutôt un système de fibres, mais c'était pour vous imaginer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble forcément dans les faits pas à ça du tout. Il s'agira en fait d'un petit appareil qui peut être branché entre les connexions ce qu'on peut appeler des PTO, des PBO, des points de branchement de fibres. Souvent c'est un petit boîtier qui pourrait être microscopique et qui va renvoyer, récupérer, analyser de la donnée, stocker de la donnée. C'est pas vraiment une boîte qui est noire, ça c'est vraiment dans les films. Les dérives potentielles, ça c'est logique, on va pas s'attarder dessus, mais le problème c'est que ça va, si on part du principe qu'on surveille n'importe qui, n'importe quand, et que tout le monde est surveillé massivement, donc tout le monde est considéré comme potentiellement coupable, déjà ça casse un peu le droit à l'innocence, entre guillemets, sans preuve, on peut pas être considéré comme coupable, et en étant surveillé, on est un peu considéré par défaut comme potentiellement malveillant. Et ça peut avoir beaucoup de problèmes. Ça peut avoir un problème sur les journalismes, les militants, qu'ils soient écologiques ou pas écologistes du tout, les manifestants en règle générale, les personnes qui sont un peu contre le gouvernement sans être extrémistes, attention.
Donc ces outils, en fait, il y aura forcément des abus. Il y aura forcément des abus, comme ça a pu l'être avec les outils comme développés par NSO Group, Pegasus, qui à la base était pour contrer des actions violentes et qui finalement étaient utilisées contre des personnes, des politiques dans des démocraties qui ont été utilisées à but d'abuser de cet outil. Ça, c'est inévitable. Un outil, à partir du moment où il est créé pour le bien, il sera aussi utilisé pour le mal. Malheureusement, c'est un peu comme ça que l'humain utilisera ces outils-là. On est trop nombreux pour ne pas avoir d'abus à ce niveau-là. Donc globalement, voilà. Encore une fois, c'était un point que je voulais mesurer avec vous. Il y a un effet dissuasif aussi. Voilà, ça pourrait faire peur. On modifie son comportement dans la rue, on le modifie en ligne, et du coup, on n'est plus vraiment maître de ce qu'on veut faire. On pense d'abord aux conséquences avant de les faire pour nous. On se dit voilà, finalement, est-ce que je vais vraiment faire ça? J'ai peur qu'on me prenne pour quelqu'un de malveillant, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que la personne fait et en soi. Rien de malveillant, donc ça peut avoir cet impact-là. Les moyens donc de protection, on en a parlé, l'utilisation de VPN, l'utilisation de chiffreurs en sortie de fibre. Alors ça c'est plutôt pour les professionnels, mais ça peut être intéressant aussi à prendre en compte. Beaucoup de professionnels, notamment dans la défense, utilisent des chiffreurs de fibre. Ces chiffreurs de fibre, en entrée et en sortie, vont bloquer l'interception de trafic réseau par la fibre. C'est pratiquement indéchiffrable. Encore une fois, on peut jamais dire que c'est 100% fonctionnel, mais ça, comme beaucoup de protocoles de chiffrement, protège réellement beaucoup votre trafic. Ça sera vraiment utilisé parce que très cher, vraiment très très cher, que dans le cas d'entreprises et notamment des gouvernements. Donc c'est pas une solution viable pour le commun du mortel. C'est l'utilisation du VPN avec du chiffrement, des messageries de bout en bout. Et encore, j'ai précisé Signal, mais voilà, on en reparlera, ça sera un sujet spécifique de vidéo Signal WhatsApp, le chiffrement, on n'est pas toujours, voilà. L'utilisation de Tor aussi pour naviguer dans certains cas, la protection de ces métadonnées avec des outils, des navigateurs, des machines virtuelles, ça c'est quelque chose qui va aider beaucoup, hein, forcément. Là on parle pas spécialement d'être anonyme, on parle surtout de se protéger, d'éviter d'être potentiellement que nos communications soient claires, visibles, c'est surtout ça. Donc après forcément en l'occurrence il y a des organisations comme le Quadrature du Net qui sont assez à fond dans cette lutte là. Moi j'ai regardé pas mal de leurs vidéos, pas mal de leurs articles, notamment c'est ce qui m'aide à produire en fait ces vidéos, donc je vous invite à aller voir même ce qu'ils proposent, qui militent, qui revendiquent ce genre de choses. On a les règlements comme les RGPD qui en réalité sont vraiment le règlement qui protège au plus bas niveau, simplement pour les entreprises à la limite publique et professionnelle et privée mais ces règlements RGPD n'ont aucun impact face à toutes les lois qui les surpassent de loin sur le renseignement, donc ça n'a pas réellement d'impact. Les boîtes noires, on va continuer pour avancer dans cette vidéo. On a une petite dizaine de minutes, mais on arrive sur le milieu de la vidéo. On va suivre, on va traiter tous les sujets, donc c'est parfait. Les boîtes noires, donc ça on en a parlé. Des dispositifs souvent mis en place au niveau du FAI, donc encore une fois peuvent impacter la télécommunication par réseau 4G, 5G, la télécommunication par les réseaux de fibre. Notamment et donc c'est très simple, la plupart du temps c'est simplement mis en place chez le FAI, sur les structures du FAI. Ça sera rarement en réalité en sortie de fibre, ça sera plutôt dans les centres de traitement. Votre fibre elle va de votre box à un point de branchement, ce point de branchement va à un autre point de branchement un petit peu plus global, jusqu'à remonter jusqu'à un centre de données, un data center de votre FAI qui en l'occurrence va analyser, mettre en relation ces flux de données, et c'est souvent dans ces zones-là qu'on va avoir des systèmes de gestion de monitoring très poussés, très sécurisés, et qui peuvent, et c'est très probable d'ailleurs aujourd'hui, ce sont pratiquement des faits avérés, être mis en place par le gouvernement, encore une fois, à des fins de lutte contre du trafic, contre du terrorisme, donc des choses qui sont vraies, qui sont légitimes, mais jusqu'où on ira pour utiliser ces outils, et est-ce qu'on les utilisera que dans ce genre de cas? En réalité, ça ne pourra jamais être affirmé à 100%. Donc ces outils, il y aura forcément des abus, et c'est ce qu'on dénonce aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais pas non plus insister sur tout le texte que j'ai pu mettre. Encore une fois, je vous donne de l'information, j'essaye de la clarifier, de donner l'information la plus importante à l'oral. Libre à vous après de faire pause pour voir tout ça en détail.
Donc on parlait de l'IMSI Catcher, j'ai voulu quand même remettre une petite couche, redétailler un petit peu. Donc je vous ai dit, une fois connecté, l'identifiant IMSI International Mobile Subscriber Identity est un identifiant unique lié à votre carte SIM qui va pouvoir être identifié, récupéré. On va pouvoir du coup aussi, ça je l'avais pas précisé mais c'est vrai, localiser précisément votre appareil parce qu'en fait, encore une fois comme dans les films, c'est un peu le même système de triangulation. En fonction d'une antenne, on peut plus ou moins localiser. Avec un IMSI Catcher, ça simplifie aussi cette localisation. On va faire de l'interception d'appels et de SMS et parfois dans certains cas de données. On pourrait arriver jusqu'à de la donnée mobile, de la donnée internet dans certains cas très spécifiques. Donc utilisé par les forces de police et de renseignement depuis plusieurs années, autorisé depuis un petit peu moins d'années mais quand même depuis un moment par les lois de renseignement notamment. Ensuite, on a la surveillance de messagerie et de métadonnées. Ça, on en a fait une vidéo, on en a déjà parlé, mais moi, j'aimerais insister encore une fois. La loi française, aujourd'hui, elle demande aux opérateurs, tous les opérateurs, et dont les opérateurs surtout de gestion du réseau, c'est-à-dire, je suis Soch Mobile, je loue mes services à mon gestionnaire de réseau qui est Orange. Et c'est Orange qui a cette responsabilité légale de permettre à la France, aux autorités de renseignement françaises, de récupérer des informations. Donc on va les avoir, on va avoir les registres de téléphonie, qui appelle quand, comment, etc. Les localisations des appels, les durées des appels. Donc ça, tout ça, c'est des informations qui peuvent être accessibles et stockées. Alors ça va être sur demande, c'est pas des choses qui peuvent se faire normalement encore une fois. À ma connaissance et avec les preuves qu'on peut en avoir, c'est pas des choses qui se feront sans demande, c'est censé être très réglementé. Mais le risque, encore une fois, c'est que même si on met des protocoles, on aura toujours des gens potentiellement pour essayer de les outrepasser, pour essayer de exceptionnellement ne pas les utiliser, etc. Et ça peut amener potentiellement sur le long terme, faible long terme, voire très long terme, à des énormes abus qui amèneraient à de la surveillance de masse aussi à ce niveau-là au niveau téléphonie. On peut dans certains cas surveiller les messages même chiffrés via des failles pardon 0D notamment qui sont de plus en plus utilisées par la DGSE. Il y a des bureaux d'études qui travaillent pour développer des failles 0D au lieu de les acheter et de galérer un petit peu plus à l'achat et puis que ça soit coûteux aussi. Dans certains cas, les plus grosses failles sont dures à utiliser, mais ils peuvent avoir quand même certaines failles, surtout sur des plus vieux téléphones, des plus vieux systèmes d'exploitation, où on peut plus facilement éviter les patchs de sécurité parce qu'ils sont plus maintenus. Et des gouvernements comme la France vont développer des systèmes pour pouvoir faire de l'intrusion, même dans des systèmes qui sont censés être chiffrés. Dans certains cas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? On en a parlé, les métadonnées, les services comme les GAFAM vont aussi communiquer notamment et collaborer la plupart du temps avec les autorités, dont les autorités françaises. Donc ça peut avoir quand même un gros impact. Donc encore une fois, WhatsApp, notamment impacté par ce genre de choses, peuvent communiquer, Signal aussi peuvent communiquer. Alors ça, on n'a pas de preuve officielle, mais Telegram l'a fait. On imagine que ça pourrait potentiellement dans le futur créer des conflits, des problèmes, des conflits d'intérêts avec leurs valeurs primaires qui sont la confidentialité et la non-communication avec les États. Le problème, c'est qu'en France aujourd'hui, dès que vos services sont hébergés en France, vous êtes légalement obligé de communiquer avec la justice et de fournir toutes les informations, sinon vous êtes considéré comme entre guillemets coupable en entrave à une enquête. Et donc toutes les plateformes qui seront en France, hébergées en France, devront communiquer. Ce qui veut dire que si vous avez des services en France, des VPN en France, ils communiqueront. C'est une réalité. S'ils ne communiquent pas, ils seront attaqués. Voilà. Et donc à partir de là, il faut comprendre que si vous voulez un service qui ne communique pas, il faudra qu'il soit hors de France. Et dans un pays qui a une stricte communication fermée au sujet de demande de renseignement d'un gouvernement. Voilà, ça il faut le savoir. La reconnaissance et l'IA, donc ça on en a parlé pendant les Jeux Olympiques, ça a été mis en place, ça a été exceptionnellement accordé. Initialement, ça avait été mis en place à Nice, même à Marseille. Ils avaient testé la reconnaissance faciale en temps réel sur les caméras dans les lieux publics qui avaient été développées, donc pour identifier les individus dans la foule sur des bases de données existantes avec une simple petite photo, même une carte d'identité ancienne. On arrivait à retrouver dans 1000 personnes, dans un tas de 1000 personnes, quelqu'un en quelques secondes. C'est très très impressionnant. Ça se développe de plus en plus et on se rend pas compte de ce qu'on peut faire. Un geste menaçant, une façon de marcher, une façon la reconnaissance faciale en fait elle peut reconnaître si vous êtes stressé ou pas. Vous lui dites il y a 500 personnes, tu vas me montrer les visages de toutes les personnes stressées. Elle pourrait le faire. Techniquement elle peut le faire. Et ça c'est vraiment très très grave parce que demain
S'il y a des abus, on va pouvoir dire bah voilà, en fait vous êtes potentiellement coupable parce que vous avez fait des allers-retours en marchant, vous étiez stressé. Bah non monsieur, j'allais juste à un entretien d'embauche. Ah non mais on n'est pas sûr. Donc maintenant on va vous convoquer par exemple. On va vous suivre plus en détail. Vous voyez, j'ai pas un discours extrémiste à ce niveau-là, mais j'essaye d'avoir un discours alarmiste, de vous dire que la technologie est un danger pour nos libertés, que ce soit nos libertés en ligne, nos libertés dans la vie de tous les jours, hein, en tant qu'humain, on peut se faire reconnaître, etc. Et ça peut avoir un gros impact. Je suis pas contre les caméras à 100%, mais il faut faire très attention avec ces outils. Donc les logiciels espions notamment, voilà, avec on a des instructions, on a des lois, on en a déjà parlé, la loi de programmation de la sécurité intérieure aussi qui est de 2023 qui est plus récente, la loi de programmation militaire de 2015 notamment, autorisait donc la police, certains groupes de police, la DGSI, la DGSE dans certains cas, à utiliser à installer des logiciels espions directement sur des appareils de suspects. Donc ça veut dire si on arrive à avoir une faille, une connexion à distance ou à faire installer par un clic, et notamment c'est ce que fait le gouvernement, et ça je l'ai vu dans des reportages qui sont publics sur YouTube, on peut avoir souvent la plupart du temps par un clic, par une action, une installation d'un logiciel espion et c'est légal. Donc ça aussi il faut le savoir, la France a légalement les droits dans un certain contexte d'installer des logiciels espions pour vous surveiller. Ça ne concernera pas le commun du mortel encore une fois. Peut-être le responsable d'un cartel. Mais par contre, si c'est possible aujourd'hui et rendu légal, qu'est-ce qui nous interdit de le faire sur n'importe qui? Vous voyez ce que je veux dire? Et sous n'importe quel prétexte. Et c'est ça le réel problème. On en a parlé aussi, mais je le répète là. L'activation donc d'un keylogger, récupérer les frappes, activer le micro, la caméra, sans que l'utilisateur ne s'en rende compte et sans son consentement. Donc ça, aujourd'hui, on autorise. C'était pas le cas avant. Avant, on n'avait pas ces outils intrusifs dans notre domicile. Maintenant, si vous êtes suspecté et que vous êtes dans une affaire et que vous êtes toujours innocent, mais qu'on cherche des preuves contre vous, on peut, encore une fois, sous un cadre juridique, avec des demandes juridiques, pour le moment, officiellement, c'est ça, certes, et on est protégé en France, mais ça peut amener jusqu'à des abus. On peut surveiller votre micro, votre caméra, sans votre consentement, sans que vous n'en soyez au courant. Et ça, c'est très grave. Que ça soit pour du terroriste ou pas, ça reste très grave. Pour du terrorisme, pardon. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas combattre le terrorisme, bien au contraire. Mais je dis simplement que je pense que le problème, le problème ne doit pas être résolu de cette manière-là. Et que c'est pas la bonne manière. Voilà, ça c'est mon avis. Les algorithmes, encore une fois, donc on l'a dit, j'en ai parlé un petit peu avant, en fait, les deux slides étaient un petit peu similaires. Donc on a, aussi un algorithme antiterroriste, par exemple, qui pourrait désigner des personnes comme suspectes, mais ça peut avoir un impact aussi, parce que ça peut discriminer des personnes. Et ça aussi, la discrimination, les modèles d'IA, c'est plus compliqué de les entraîner pour éviter d'avoir de discrimination. Les personnes de couleur noire, notamment aux États-Unis, dans certains cas, étaient par des logiciels algorithmiques beaucoup plus mis en avant. Et il y a eu des débats, il y a eu des scandales à ce niveau-là. Et ça va amener beaucoup de scandales dans les prochaines années. Je vous parle dans 3, 5, 6, 10 ans. Faut le prendre en compte. Voilà, c'est quand même très grave. Globalement. Pour conclure, moi déjà je vous invite, si vous avez la moindre question, le besoin, une envie d'échanger ensemble, je sais qu'il y a des youtubeurs aussi à ce sujet qui aimeraient même collaborer, je vous invite à me contacter à contact@frenchprivacy.fr. Je voulais aussi remettre en place une petite image aussi pour la conclusion de cette vidéo. On pourra retrouver et en reparler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui depuis plusieurs années la France s'est vraiment beaucoup structurée. Ils ont développé beaucoup de ministères, beaucoup de structures et c'est super intéressant de voir un petit peu ce diagramme qui met en place vraiment toutes les structures qu'on va avoir côté cyber. On peut retrouver notamment la DGSE, la DRSD, la Direction du renseignement de la sécurité et de la défense, les états-majors, la DGA, Direction des armées, le Cybercom dont on parlait aussi un petit peu. On a des sous-filiales cyber donc publiques qui sont des groupes du gouvernement. On a des brigades d'enquête aussi sur les crimes cyber. On a sous direction de la lutte contre la cybercriminalité. On connaît pas spécialement en fait, mais quand on regarde ce genre de diagramme, on se rend compte réellement que ça s'est énormément développé. On a des équipes judiciaires dans l'informatique, dans les tribunaux. On va avoir pareil la DGSI ici aussi, la DRN RED, je crois, c'est la direction, c'est la DSI des DSI en fait du gouvernement. Donc c'est marrant en fait de voir un petit peu tout ça. Je voulais aussi le mettre en avant.
On en reviendra dans de prochaines vidéos sans souci, on reviendra à ce niveau-là pour détailler vraiment quels sont les pouvoirs et les actions de chaque service en France et comment ça se développe, parce que ça se développe de plus en plus ces dernières années. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à débattre dans les commentaires et n'hésitez pas si vous avez le moindre demande au sujet de tous les points qu'on a pu aborder dans la vidéo. L'idée c'est de vulgariser, c'est de rendre accessible de l'information et surtout de entre guillemets donner un cri d'alarme, un cri d'alerte et dire voilà, aujourd'hui c'est bien, il y a du renseignement, il doit en avoir, on doit protéger les Français mais on ne doit pas en abuser. Et aujourd'hui on a tendance à abuser de ça et sous prétexte de tout autoriser sans limite. Merci à vous de m'avoir écouté.